BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Vous savez, dorénavant 18h30, 19h, avec mon invité François Asselin, président de la CPME. Bonsoir François Asselin. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là, beaucoup de questions. Bien sûr, on va parler retraite, budget. Enfin, on se demande même s'il faut encore parler du budget, parce que la retraite a complètement phagocyté la question budgétaire. Et pourtant, il y a la question des impôts. J'imagine que ça vous intéresse beaucoup. Il y a la question du financement de la protection sociale. Vous avez vu les déclarations du président du MEDEF, Patrick Martin. Vous avez été reçu hier par François Bayrou. Vous allez tout nous raconter, mais moi d'abord, je voudrais qu'on parle de l'économie française. Il y a quand même toutes ces incertitudes politiques, on le voit, ça pèse sur le climat des affaires, ça pèse sur les entreprises, ça pèse sur la croissance. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation aujourd'hui ? Oui, nous sommes inquiets, mais c'est pas nouveau. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, l'inquiétude s'est installée. Vous savez, il y a... Mais ça fait 6 mois, donc est-ce que déjà là... Oui, mais à l'époque, j'avais dit, ça y est, c'est bon, on est parti pour perdre un trimestre de croissance. Et quand vous enlevez l'effet JO, c'est ce qui s'est passé cet été. Et puis à la rentrée, ça s'est pas amélioré. On a eu un gouvernement, bien sûr, qui a été démis, comme vous le savez. Résultat, on est toujours dans une certaine incertitude. Et en matière économique, si la confiance n'est pas installée, eh bien... ça ne fonctionne pas bien. La confiance s'appuie sur quoi ? Sur la stabilité, la lisibilité, la visibilité. On a perdu les trois. Donc tant qu'on n'aura pas de stabilité, de visibilité, de lisibilité, eh bien vous aurez les acteurs économiques et en premier lieu les patrons de PME, qui vont être très prudents. Donc on n'investit pas ou très peu, on ne recrute plus ou très peu, on ne remplace pas les départs dans les entreprises, ce qui fait qu'on voit qu'un marché de l'emploi est en train un petit peu de se durcir. On voit que l'activité ralentit et là on voit remonter la sinistralité, les défaillances d'entreprises à un chiffre, on a dépassé les 66 000 défaillances d'entreprises. Vous avez vu les chiffres publiés ce matin par la BPCE, oui. Exactement, donc c'est exactement ce que nous avions prédit à la CPME, qu'on allait dépasser les 66 000 défaillances d'entreprises sur l'année 2024. Nous y sommes, c'est un très mauvais chiffre avec quand même quelque chose de préoccupant, c'est que la plus forte augmentation de défaillances, c'est sur les PME et les ETI. Or, historiquement, c'est là où les entreprises sont les plus résilientes, les plus résistantes. Ouais. Et là, elles tombent 51%, augmentation de 51% des défaillances dans les PME et les ETI. Ça, c'est un chiffre qui est préoccupant. Donc, nouveau, qui est vraiment nouveau. Qui est vraiment nouveau. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde ces chiffres, on a de quoi être inquiet. Alors maintenant, on espère enfin avoir un budget, avoir un gouvernement qui tienne, même si ce budget, par bien des aspects, on va y revenir bien sûr, sera perfectible, pour tout simplement retrouver de la stabilité, de la visibilité. Quand vous ne connaissez pas, par exemple, votre environnement fiscal, comment faites-vous pour prendre des décisions ? Voilà, tout se tient en matière économique. On a besoin de cette stabilité. Quels sont les secteurs qui sont les plus touchés ? On voit bien, on en parlait tout à l'heure avec Justine Vassagne, on voit bien que le secteur de l'automobile au sens large, toute la filière automobile souffre beaucoup, mais quels sont les secteurs, et notamment sur les ETI, parce que franchement, c'est un peu la première fois que j'entends dire que les ETI se portent mal et qu'il y a des défaillances d'ETI. Ça, c'est vraiment grave. Ce sont elles qui tiennent le territoire français, l'Hexagone. Mais oui, parce que vous le dites très justement, Edwige Chevrillon, c'est-à-dire que lorsque par exemple Michelin ferme une usine à Cholet ou à Vannes, c'est très triste pour le territoire, mais Michelin est un acteur mondial, va faire tourner d'autres usines. Lorsqu'une ETI, lorsqu'une PME ferme dans son territoire, il n'y a pas de remplacement. Voilà, tout simplement. Et là, c'est très inquiétant. Donc, on voit d'ailleurs que dans l'augmentation, ce sont les entreprises de plus de 100 salariés, entre 100 et 250 salariés, qui sont les plus impactées. C'était souvent les plus solides. Ouais. Donc oui, c'est inquiétant. Alors, ce qu'on peut se dire sur 2025, c'est que si on arrive à retrouver de la stabilité, ce qui va se passer, c'est que les défaillances vont encore augmenter parmi les plus petites entreprises. Et on espère avoir une éclaircie pour l'année 2026. Limiter la casse autant que faire se peut sur 2025. Et comment vous expliquez ça sur parce que d'habitude ce sont les TPE, donc là, vous venez de le dire, les ETI. Comment vous expliquez que ça soit entre les entreprises de 100 à 250 salariés ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'instabilité politique, ça, c'est vrai que ça c'est un facteur aggravant. Mais pourquoi ? Eh bien, d'abord, nous sommes sortis d'une période Covid avec un fort endettement.
C'est-à-dire que pour tenir pendant cette période-là, les entreprises ont décalé des remboursements fiscaux, sociaux, et puis elles ont signé des prêts garantis par l'État. Tout cela est facilement remboursable quand vous avez une activité florissante, et quand l'activité commence à ralentir, eh bien là, votre environnement vous pète à la figure, votre endettement vous pète à la figure, c'est en train ce que se passait. Vous n'arrivez pas à remplir votre carnet de commandes, résultat, eh bien l'activité générée ne permet pas de rembourser vos dettes, et là, bien, vous voyez les entreprises se fragiliser. Au total, l'estimation, c'est environ 260 000 emplois concernés par ces entreprises en difficulté. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir 260 000 chômeurs de plus sur 2025, mais ça veut dire que parmi toutes ces entreprises fragilisées, certaines vont s'en sortir, bien évidemment, mais ça concerne 260 000 emplois. C'est quand même pas rien. Oui. Et par exemple, votre entreprise, parce que vous-même, vous dirigez une PME qui frôle l'ETI, la définition de l'ETI. Je fais très attention. Qui a participé à la reconstruction de Notre-Dame. Bien sûr. Est-ce que ça vous a porté? Est-ce qu'au moins Notre-Dame a fait que votre entreprise va franchir le cap de 2024? Alors, on va franchir le cap de 2024. D'abord, on l'a franchi déjà. Donc, les comptes sont en train d'être faits. Bien sûr, donc on va franchir le cap de 2024, mais on fait très attention, et j'aime mieux vous dire que moi, dès le mois de février, je vais terminer mon mandat fin janvier à la tête de la CPME. Ma première action, ça sera d'aller aux États-Unis pour développer l'activité export. Je fais à peu près 15% de mon activité là-bas, parce que tout simplement, j'ai besoin de relais d'activité sur des marchés qui sont porteurs. 5 ans après le Covid, on dit que le montant justement des PGE, des prêts garantis par l'État, il reste encore 40 milliards à rembourser. Est-ce que vous dites qu'il faut peut-être un moratoire qui est demandé depuis longtemps par certains? Lorsqu'on écoute le gouverneur de la Banque de France ici même, il dit mais non, il n'y a pas un vrai problème parce que le taux de défaillance, en fait, ça sera que 3 milliards. Pourquoi il y a une telle différence d'analyse? C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres de façon, on va dire, brute, froide, 3 milliards de défaillance, c'est pas grand-chose par rapport aux gains qu'a pu faire l'État sur les garanties facturées lorsqu'il octroyait les prêts aux entreprises. Tout ça n'a pas été gratuit. C'est normal quelque part. L'État garantissait, on payait nous la garantie. L'État et les banques. Et les banques, donc, là-dessus, il y a eu des résultats pour l'État et pour les banques. Et donc, quand on regarde le taux de sinistralité, 3 milliards, c'est tout à fait absorbable par l'État. Pour autant, nous, ce que nous avons tout le temps demandé, c'est lorsqu'une entreprise qui est sur un marché porteur, qui a un seul problème, c'est l'amortissement de son prêt garanti par l'État. Parce que vous saviez que ces prêts garantis par l'État, on avait soit 1 an de franchise plus 5 ans de remboursement, ou 2 ans de franchise plus 4 ans de remboursement. Donc sur 6 ans, ça fait des durées d'amortissement qui sont très courtes. Et nous, ce qu'on demandait, c'est que lorsqu'une entreprise commence à avoir des difficultés à cause de son endettement, qu'on puisse proroger, étaler le remboursement du prêt garanti par l'État sur plusieurs années consécutives, supplémentaires. Ça n'a jamais été accordé. Alors si, le gouverneur de la Banque de France va vous dire, mais c'est tout à fait possible, sauf que là, l'entreprise sera mise en défaut Banque de France. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus avoir accès au crédit sur les marchés de façon classique. Et donc, c'est quelque part l'antichambre du tribunal de commerce. D'accord. Donc, de ce point, donc, vous demandez une suspension? Bien sûr. On demande qu'on puisse, pour ces entreprises qui sont sur un marché porteur, qui sont viables, d'avoir cette possibilité d'étaler sans mise en défaut, Banque de France, la dette. Dernier point là-dessus, sur la conjoncture. On le sait que pendant le Covid, notamment, que ça soit l'URSSAF et autres, on jouait un peu les amortisseurs, dans le sens où ils ont mis un peu la pédale douce sur les prélèvements, les remboursements. Or là, depuis quelques mois, on voit qu'au contraire, ils ont mis l'accélérateur. Et qu'il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup de descentes pour justement régler la facture sociale. Ça fera le lien avec les retraites. Parce que là, vous dites, puisqu'il y a une responsabilité de l'État avec cette incertitude politique, vous lui dites, écoutez, au moins, on pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. Alors, on a toujours la possibilité d'avoir des aménagements de remboursement si vous avez une dette avec l'URSSAF, par exemple. Ça se négocie et ça fonctionne. Encore. Et ça, ça fonctionne. Okay. En revanche,
lorsqu'effectivement les URSSAF commencent à assigner l'entreprise parce qu'elle ne paye pas à échéance leurs dettes, c'est là où ça commence à tourner vinaigre. Parce que là, il faut que l'entreprise se mette en système de protection, parce que si elle ne peut pas payer, elle ne peut pas payer. Et donc c'est là effectivement on commence à mettre en place les procédures de sauvegarde, et c'est là où parfois c'est très compliqué d'en sortir. Est-ce que vous en voulez aux politiques? Est-ce que vous en voulez à Emmanuel Macron? Non, ça serait trop simple d'en vouloir à Pierre-Paul Jacques. Ce qu'il faut quand même reconnaître... C'est le président de la République, avec vous-même, vous avez dit, c'est plus les dissolutions. Mais bien sûr, mais si vous voulez, après, le jeu politique est catastrophique. Effectivement, ces dissolutions, et d'ailleurs le président de la République l'a reconnu dans ses vœux. Il a presque fait un mea culpa. Fait un mea culpa, mais c'était catastrophique. Après, le spectacle qu'on a connu, avec des programmes portés par certains partis politiques dans l'hémicycle, était effrayant pour les acteurs économiques. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, voilà quoi. Donc oui, cette période est catastrophique pour la confiance dans le pays. Pour autant, reconnaissons que sur 7 ans, ce que nous avons connu, c'est une stabilité parfaite en matière fiscale, même si on n'a pas obtenu la baisse annoncée de la CVAE, par exemple. En attendant, en matière fiscale, ça a été stable pendant 7 ans. Je n'ai jamais connu ça. Ça fait 31 ans que je dirige l'entreprise familiale. Je n'ai jamais connu, pendant 7 ans de suite, une stabilité fiscale. Donc, c'est au crédit d'Emmanuel Macron. Là, c'est mal parti, là. L'instabilité fiscale. Ça nous amène au budget. Le budget 2025, il faut bien trouver quand même une solution. C'est des négociations. C'est plus que des discussions, du reste que des négociations. Que ça soit à Bercy, les différents partis politiques ont été ou vont être reçus par le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard. À Matignon, vous avez été reçu hier, je crois, avec Patrick Martin, enfin séparément, mais c'était la même journée à Matignon. Vous en avez retiré quoi, vous ? D'abord, c'était un rendez-vous courtois, si je puis dire, avec le Premier ministre. Voilà. Mais ce que je retiens, c'est... Ça vous a rien apporté ? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où ce qu'il faudrait faire pour redresser la France ne peut pas se faire dans le contexte politique actuel. Donc il faut simplement regarder ce que l'on peut faire dans le contexte. Donc c'est pas très glorieux, mais voilà, il faut s'en contenter. Tout en sachant qu'il faut prendre date et poser le décor pour vraiment ce qu'il faudra faire dans quelques mois, dans quelques années, pour redresser la France. Je m'explique. Vraiment, pour redresser la France, il faut se donner un calendrier sur 5 à 10 ans pour mettre en place des réformes structurelles pour revoir toute l'action publique. L'action publique, c'est pour moitié nos comptes sociaux, voilà, la sécurité sociale en général, les retraites, ça fait partie de tout cela. Et puis l'autre partie, c'est tout ce qui est l'organisation administrative de l'État, des collectivités territoriales. Alors on va être pragmatique, on va essayer d'abord de raisonner sur un échéancier à court terme. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il vous a rassuré sur quoi ? Alors ce sur quoi il nous a rassuré pour l'instant, c'est sur des mesures qui étaient vraiment très ciblées PME. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de revoir le dispositif Dutreil. Là-dessus, le Premier ministre nous a rassurés. Nous avions demandé que soit réintroduit le crédit d'impôt. Il a dit qu'on n'y toucherait pas. Voilà. Il a affirmé qu'on réintroduirait le crédit d'impôt innovation, le C2I, qui s'arrêtait fin 2024. Il a aussi... Dans sa totalité, parce que Michel Barnier, le gouvernement Michel Barnier, voulait un peu grignoter, en tous les cas le recadrer en disant qu'il y avait des excès. Tout à fait. Donc il vous dit non, on ne touche pas. Alors, on n'est pas rentré dans les détails, voilà, parce que bien évidemment... C'est les détails qui tuent. Voilà. Donc là, après, dans la discussion, il a renvoyé ça, bien évidemment, à son ministre de l'économie, qu'on va rencontrer très prochainement. Il y a eu la question, effectivement, aussi, lors d'une transmission d'entreprise, vous savez que vous avez un abattement fiscal jusqu'à 500 000 € qui s'arrêtait fin 2024. Cet abattement fiscal sera réintroduit pour la transmission d'entreprise, voilà. Et puis, bien évidemment, il y a des questions très importantes pour nous. C'est le prélèvement à la source, la flat tax, le PFU. Il nous a dit, je n'ai pas l'intention de toucher au taux. Parce que du côté de Bercy, on est plutôt en train de se dire donc, nous 30%, on pourrait peut-être passer à 33%. Il n'est pas question, en tous les cas, de dépasser les 35%, parce que là, il y a un problème de compétitivité avec les autres pays. Mais peut-être 33%, les arbitrages n'ont pas été rendus. Vous nous dites ce soir, François Asselin, hier, le Premier ministre vous a dit on ne touche pas au taux
Nous n'avons pas flat l'intention d'y toucher. Voilà ce qu'il m'a dit. D'accord. Maintenant, on verra, parce que, si vous voulez, la balle circule dans tous les coins du gouvernement, et puis après, ça ira à l'Assemblée nationale. Donc, on va être bien évidemment extrêmement vigilant. On va suivre tout cela du début jusqu'à la fin pour voir où sera l'atterrissage. Donc, nous, ce que nous voulons, bien évidemment, c'est une parfaite stabilité fiscale. L'autre volet, c'est tout le volet coût du travail. Alors là, bien évidemment, on a de grosses inquiétudes. Rappelez-vous, avec le gouvernement Barnier, il y avait une volonté de revoir les exonérations de charges. Oui. Nous avions obtenu, en toute fin, que l'arbitrage préserve les PME, puisqu'il était prévu de ne rien toucher jusqu'à 2,25 SMIC. Ça fait environ 4 300 € de salaire, donc rien ne se passerait jusqu'à 4 300 € de salaire brut, ce qui fait que dans la plupart des PME, on couvre pratiquement l'intégralité des rémunérations. Là, ce que nous avons demandé, c'est que si c'était un arbitrage qui devait être posé, qu'on conserve l'arbitrage précédent par rapport à ce qu'avait prévu le gouvernement Barnier. Ça préservait les PME. Et alors là-dessus, il nous a renvoyé à Éric Lombard. Voilà. Donc on verra, là encore, comment se positionnera l'ensemble du gouvernement sur cette question. Donc là, c'est un point extrêmement de grande vigilance pour nous. Le coût du travail, la fiscalité. Et puis après, vous avez tout le volet PLFSS, donc tout ce qui touche les comptes sociaux, avec au milieu de tout ça, les retraites. Les retraites. Tiens, je vous propose justement, parce que alors, bizarrement, vous avez été reçu à Matignon, les partenaires sociaux, mais vous n'avez pas encore été reçu par Éric Lombard, mais qui, lui, en revanche, a reçu les partis politiques. Déjà, vous trouvez ça bizarre ou pas, déjà? Non, écoutez, chacun va passer son tour, on va y arriver. Non, je ne suis pas du tout inquiet. Justement, ça a été lancé par le Parti Socialiste à la sortie, donc c'était Patrick Kanner, qui est le président du groupe socialiste au Sénat. Il y avait aussi Olivier Faure, lui qui préside le groupe socialiste, qui sont sortis en disant ça y est, il y a une avancée sur la réforme des retraites. Moi, je voudrais qu'on écoute Fabien Roussel, donc secrétaire national du Parti communiste. Lui a été reçu ce matin. On écoute et il dit il y a une discussion budgétaire. On attend peut-être d'autres discussions, mais bon, il s'est passé quelque chose. On écoute Fabien Roussel. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Nous avons mis à l'ordre du jour l'abrogation de la réforme des retraites. En tout cas, de trouver le moyen de suspendre la mesure d'âge et de faire en sorte que ceux qui auraient pu partir en retraite à 62 ans puissent partir en retraite aujourd'hui. Il faut que ce soit mis à l'ordre du jour. Et cette possibilité, aujourd'hui, c'est pas oui, c'est pas non, c'est en discussion. Et donc, tant qu'il n'y a pas de fin de non-recevoir, nous continuerons à nous battre pour ça. Et pour nous, c'est important. Pas pour nous, mais pour l'ensemble des salariés concernés. Fabien Roussel, ils ont tous dit à peu près ça. Alors, Édouard Philippe lui a dit c'est la question de la fiscalité. J'imagine que vous êtes un peu plus sur la ligne. Mais le fait que le gouvernement, notamment Éric Lombard, mais c'est le premier, évidemment, c'est François Bayrou, qui dit qu'il fallait reprendre, mais pas suspendre. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin bon. Oui. Est-ce que vous êtes quand même un peu sidéré que la réforme des retraites, la déboule tout d'un coup dans cette discussion budgétaire, ou est-ce que, c'est pour essayer de ne pas avoir une censure dès le 16 janvier, quoi? C'est ça, là où nous sommes dans un jeu politique, pour l'instant. Après, ces personnes, ces partis politiques qui demandent de suspendre, d'abroger la réforme des retraites. Regardons les faits, soyons pragmatiques. L'actuelle réforme, dès 2030, n'est plus équilibrée. Quand on regarde l'évolution démographique dans notre pays, nous avons assigné un régime de retraite par répartition. On ne voit pas comment l'actuelle réforme va pouvoir, à terme, redevenir, entre guillemets, équilibrée. C'est-à-dire que déjà, on a un problème avec l'actuelle réforme. Problème financier. Suspendre, abroger l'actuelle réforme, c'est immédiatement 12 milliards de plus de dépenses qui ne sont absolument pas couvertes. Voilà. Donc, on aura un signal lancé au marché qui sera déjà catastrophique. Ce qu'il faut quand même dire aux Français, c'est que toutes ces personnes qui demandent l'abrogation de cette réforme des retraites et qui, pour certaines, disent il faudrait revenir aux annuités. Pourquoi pas? Oui. Sauf que ce qu'on ne dit pas... Pourquoi besoin d'une borne d'âge? Oui, pourquoi pas? Mais ce qu'on ne dit pas, c'est avec quelle retraite demain les Français partiront? Avec quel montant de retraite?
C'est-à-dire qu'on peut très bien reprendre la réforme Touraine et se dire finalement on peut même l'adoucir, sauf que vous allez partir en retraite à 62 ans avec des clopinettes. C'est ça la vérité, parce qu'on ne sait pas comment les financer. Voyez ? Donc, si on s'affranchit les principes de réalité, avec plus de 3300 milliards d'euros de dette, et qu'on se dit, c'est pas grave, on peut continuer comme ça, eh bien, on ment aux Français. Voilà, il ne faut pas écouter ce genre de choses. C'est une voie sans issue. On n'a pas les moyens de le financer. On n'a pas le moindre fifrelin. Nous avons les plus hautes cotisations retraite en Europe. On ne va pas demander encore aux actifs d'augmenter les cotisations pour financer les retraites des retraités, parce qu'on veut partir plus tôt. On va pas continuer, c'est une question de responsabilité, même une question morale, de continuer à faire la poche de nos enfants, même de nos petits-enfants. J'aimerais être, en ce qui me concerne, de la génération qui arrête de faire la poche de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc vous et on dites peut le faire. niette. Je dis niette. Pourquoi ? Parce que c'est pas réaliste, tout simplement. Votre homologue du MEDEF, Patrick Martin, lui, il dit il faut élargir la base des cotisations sociales. Donc, en disant c'est anormal que ça soit uniquement les travailleurs du privé qui financent le système des retraites. Vous êtes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes, je ne sais pas, il faut faire quoi ? Il faut augmenter la CSG, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut agir dans les deux directions, c'est-à-dire que, vous savez, il y a quand même depuis 83, lorsqu'on est passé de la retraite de 65 à 60 ans, on est remonté à 62 ans depuis, depuis 83, nous avons gagné 8 ans d'espérance de vie. C'est quand même une magnifique nouvelle, voyez. Donc, quand on demande aux Français collectivement de travailler un peu plus longtemps, c'est quand même pas une torture, c'est tout à fait justifié. Dans les temps que nous traversons, voilà. Même si ça fait pas plaisir. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut faire attention à deux choses. D'abord, les carrières longues. Et ça, c'est cranté déjà dans l'actuelle réforme, les carrières longues. On commence à travailler avant 18 ans, on va pouvoir partir plus tôt que 64 ans. Et puis l'autre chose, ce sont les métiers qui physiquement sont exposés. L'usure professionnelle, qu'on sache la traiter. Et là, les partenaires sociaux, on a peut-être ensemble du travail à faire. Mais là, vous avez une responsabilité, parce que sur l'usure professionnelle, on a une vraie... notamment sur les fameux critères de pénibilité, vous avez ergoté sur des tas de points, non ? Non, non, mais la méthode Edwige Chevrillon est très importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner dans la fiche pénibilité, qui était inapplicable, qui était un monstre administratif. On n'aurait jamais pu s'en sortir. Donc nous pensons que nous avons d'autres voies, d'autres méthodologies possibles à mettre en place. On a travaillé vraiment sur le fond à la CPME là-dessus. Et nous, on est prêts à en parler avec les partenaires sociaux. C'est tout à fait normal qu'un charpentier d'entreprise Asselin parte plutôt en retraite que moi, qui fait toute ma carrière dans ma voiture, dans mon bureau, quoi. Ça ne me choque absolument pas. Et ça, on peut y arriver. On a les moyens de le faire. Oui, mais j'ai envie de dire, mais pourquoi vous n'y êtes pas arrivé ? Comme vous dites, vous avez fait 31 ans, vous êtes... et par 31 ans, vous êtes à la tête je de la vous rappellerai CPME, simplement... Pourquoi vous n'y êtes pas arrivé ? Pourquoi nous ne sommes pas arrivés ? Parce que jamais sur cette question-là, les partenaires sociaux ont voulu reprendre leurs responsabilités. Voilà, la balle au centre et tout le monde à égalité. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu ce projet de réforme actuel, eh bien, jamais les partenaires sociaux n'ont voulu se saisir. Alors d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas cherché à les saisir non plus, mais des retraites longues, du minimum contributif, et puis, enfin, des carrières longues, du minimum contributif et la pénibilité. Et là, François Bayrou veut, entre guillemets, nous dire, alors c'était vrai d'ailleurs depuis le gouvernement Barnier, sauf que François Bayrou a priori l'intention d'élargir la discussion à l'ensemble des paramètres des retraites, veut mettre les partenaires sociaux devant leurs responsabilités en disant si vous trouvez un meilleur système, qu'à cela ne tienne. François Asselin, vous êtes donc opposé au fait qu'on touche à cette réforme des retraites, vous dites attention, danger, mais est-ce que vous êtes prêt à ce qu'elle soit suspendue au moins le temps de cette fameuse conférence de financement qui devrait avoir lieu, ça devait être 9 mois, finalement ça sera 6 mois avant le mois de juin. Mais suspendre l'actuelle réforme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut revenir à la réforme antérieure. C'est-à-dire que tous ceux qui devraient être partis en retraite, immédiatement, il faut qu'ils liquident leur retraite. Ils peuvent partir, voyez. Donc une suspension, c'est quasiment la même chose qu'une abrogation dans les faits. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les moyens de financer la suspension. C'est quasiment sûr. Ça veut dire quoi concrètement, suspendre la réforme ? La conférence du financement, vous dites niet, ça ne sert à rien. La conférence du financement, c'est que si on veut changer à l'intérieur de cette actuelle réforme certains paramètres, il y a par exemple les dispositifs pour les métiers à usure professionnelle, sur lesquels on peut travailler sur le fond. Il faut que ça soit dans un cadre budgétaire qui permette l'équilibre du régime. Est-ce que vous avez c'est ça la responsabilité. Ouais. Vous avez le sentiment, notamment avec cette question de la réforme des retraites, là, il y avait Marie-Lise Léon, on n'a pas le temps de la réécouter, la CFDT qui évidemment, elle dit, l'âge de 64 ans, c'est l'éléphant au milieu de la pièce et tout.
est-ce que vous avez le sentiment que tout ça c'est fait un peu pour... il faut discuter, négocier, c'est obtenir un budget à tout prix pour éviter cette motion de censure. Est-ce que là, vous redoutez un peu qu'on lâche tout, enfin que le gouvernement lâche tout, pour pouvoir avoir son quitus de l'Assemblée nationale? Alors d'abord, il ne peut pas tout lâcher. Parce que s'il lâche sur la réforme des retraites, il va avoir un énorme problème vis-à-vis des marchés extérieurs, parce que le signal sera catastrophique. Ça sera, à mon avis, la même catastrophe que si le gouvernement tombe et que demain on se retrouve dans un no man's land institutionnel. Donc là-dessus, je ne vois pas comment il peut lâcher. En revanche, il peut demander aux partenaires sociaux de retravailler sur cette actuelle réforme pour voir ce qu'on peut améliorer dans un contexte budgétaire cadré. Et c'est là où l'exercice pour les partenaires sociaux va être extrêmement compliqué. Effectivement, on risque, entre guillemets, comme on dit, de promener le chien. Oui. Parce que je ne vois pas, nous, partenaires sociaux, comment nous allons arriver à nous mettre d'accord, alors que les contraintes budgétaires font qu'il n'y a quasiment aucune marge de manœuvre, sauf sur l'usure professionnelle. Ouais. Vous êtes président de la CPME jusqu'au 21... Jusqu'au 21 janvier 2025. Ça sera Trump, le 21 janvier, ça sera le nouveau président de la CPME. Il n'y a pas de femmes, évidemment, il y a 3 hommes. C'est un regret, mais c'est 3 hommes de qualité, de grande qualité. Ouais, vous avez un candidat, on en parle d'un, le plus jeune, qui serait peut-être plus dans l'air du temps. Alors, les élections à la CPME, c'est pas une originalité, c'est comme ça dans beaucoup d'organisations professionnelles. C'est un collège électoral de grands électeurs, c'est-à-dire que ce sont les présidents de départements, de régions, de la CPME, et des branches professionnelles adhérentes à la CPME qui vont voter. Et là, comme dans les élections avec de grands électeurs, souvent, certains déclarent leur flamme à tel ou tel candidat. Donc aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les intentions de vote, maintenant il faudra respecter le scrutin, c'est le 21 janvier prochain. On aurait un candidat qui tiendrait entre guillemets la corde, mais il faut rester très prudent. C'est une élection, chacun a encore sa chance. Et vous allez voter le 21 janvier, vous allez voter pour Amireza Tofighi, justement, qui est celui qui est... Je garde une parfaite neutralité dans ma position qui est la mienne, parce que je veux que la concurrence et la compétition soient parfaitement loyales. Et c'est ce qui se passe en ce moment, voilà. Merci beaucoup François Asselin d'avoir été avec nous, donc président de la CPME. Ensuite, vous serez de nouveau chef d'entreprise. Eh bien, je vais continuer à faire ce que j'ai tout le temps fait dans ma vie professionnelle. Beaucoup. Entreprendre. Et on se reverra. Merci en tous les cas d'avoir été sur le plateau de BFM Business dans la grande interview. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul, toutes les infos. La grande interview sur BFM Business.